Merci de nous recevoir chez vous avec ce plateau spécial qui fait focus sur l'an 1 du deuxième mandat de Patrice Talon. Parlant des promesses d'amélioration du sort commun des Béninois, Patrice Talon disait il y a un an, on l'écoute. À présent, il s'agit pour nous, au cours des 5 années à venir, de transformer l'essai que constituent les avancées, voire, j'ose le dire, les prouesses qu'ensemble nous avons réalisées. Transformer l'essai, c'est aller le plus loin possible sur le chemin du développement. C'est ne jamais renoncer face aux difficultés de parcours qui peuvent survenir. Cette profession de foi de Patrice Talon a été prouvée quelques mois plus tard, depuis le début de cette année 2022, par la crise russo-ukrainienne, avec une forte inflation et une menace de crise alimentaire. Le gouvernement Talon réagit et consacre 80 milliards de francs CFA de subventions aux produits de première nécessité, dont les engrais et les carburants. Mais avant, toujours en termes d'engagement pour les 5 années à venir, Patrice Talon avait eu cette phrase dans son discours d'investiture, une phrase abondamment applaudie. On l'écoute. Au regard de ce que nous parvenons à faire malgré nos divergences, nous devons nous convaincre qu'en étant plus unis, nous parviendrons à faire beaucoup plus. Désormais donc, notre défi, notre leitmotiv doivent être de taire nos querelles pour nous consacrer à l'essentiel. Consolider notre marche vers le progrès en restant mobilisés et soudés dans notre lutte contre la pauvreté, notre réel et seul ennemi. Ainsi, notre autre devise ne devrait-elle pas désormais liberté, démocratie et bonne gouvernance? Elle définit le credo qui sera le mien tout au long du mandat, c'est-à-dire le bien-être de chacun, en particulier ceux des plus vulnérables d'entre nous. Ce mandat sera donc, mesdames et messieurs, hautement social. Mon souhait, en ce qui me concerne personnellement, c'est qu'il soit établi, à la fin du mandat, que j'ai donné le meilleur de moi-même pour notre satisfaction commune et que, véritablement, je mérite d'être appelé à bon nom. Ce mandat sera donc hautement social, ainsi parlait Patrice Talon il y a un an. Et dans la foulée, il a promis une revalorisation des salaires. Et au cours d'une rencontre avec les chefs de file des prolétaires du Bénin, pour reprendre une rhétorique propre aux communistes, eh bien, le président de la République concède une augmentation du SMIC qui passe de 40 000 à 52 000 et une augmentation des salaires des fonctionnaires par palier. Alors, question. Est-ce là toute la promesse du hautement social, Monsieur le Président de la République? Ou y a-t-il dans la corbeille du hautement social d'autres surprises encore? Ne vous méprenez pas sur ma question. Je n'ai hélas pas en face de moi, je n'ai pas le privilège d'avoir en face de moi le Président de la République, Patrice Talon, mais plutôt son porte-parole, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Liang-Ngoubeji. Bonjour, merci de venir faire avec nous le tour de ce qu'on peut retenir du bilan qu'on peut faire de l'an 1 de Patrice Talon, notamment le cap du hautement social. Je vous remercie pour l'occasion. En attendant donc de décerner à Patrice Talon le certificat d'Agbono, le brevet du dirigeant capable des plus grandes prouesses, André Dossa, c'est avec vous que j'ai le privilège d'interroger le porte-parole sur le bilan d'un an du hautement social. Croyez-moi, tout le plaisir pour moi. Bonjour, Zias Sonovo, Wilfried Liang-Ngoubeji, bonjour. Chers amis téléspectateurs, bonjour. Wilfried Liang-Ngoubeji, ça fait maintenant 12 mois, quelques jours, Patrice Talon a prêté serment et a fait ses promesses rappelées dans son introduction par Osias Sonovo. Personnellement, dites-moi, quels sont les souvenirs que vous avez gardés de cet événement? La prestation de serment, elle est loin derrière nous.
Ce qui compte depuis le 23 mai 2021, c'est l'action au quotidien du chef de l'État et de son gouvernement dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Et je crois que si on peut s'attarder sur les marqueurs qui auront été ceux de l'an 1 de ce second mandat, on retiendra surtout son contenu social, conformément à la promesse du chef de l'État. On retiendra également la poursuite des grands travaux engagés dans notre pays. On retiendra également l'entretien de la résilience de l'économie béninoise. Et puis, non moins important, je crois qu'il faut le souligner, la disposition d'esprit du chef de l'État et la manifestation de sa volonté à faire en sorte que la décrispation politique intervienne dans notre pays, décrispation politique lorsqu'on tient compte des événements qui se sont déroulés à l'occasion de la présidentielle de 2021 et un peu avant, en 2019, toutes choses qui avaient eu pour effet de crisper l'atmosphère politique. Et on a pu voir au cours de cette première année du second mandat les actions menées par le président de la République dans le sens de favoriser cette décrispation. Il est quand même difficile de ne pas observer ce contraste entre les marqueurs que vous citez et la réalité. Vous parlez de contenu social, de grands travaux. Pourtant, on a le sentiment que le PAG2 peine à véritablement démarrer. Non. Si on peut parler, par exemple, du contenu social, M. Dossa, vous n'avez pas idée combien d'emplois ont été créés en un an. Et là-dessus, je vais donner juste quelques exemples. Dans l'administration publique, il a été lancé des recrutements en un an pour autour de 4 à 5 000 emplois à la police républicaine, pour les forces armées. Dans le domaine de la santé, par exemple, vous observerez que, chose inédite dans notre pays, d'un seul tenant, on a lancé le recrutement de 1600 agents. À l'arrivée, on a même eu un peu moins, autour de 1400. Ça veut dire qu'il y avait encore des possibilités qui n'ont pas été couvertes. Toujours dans le secteur de la santé, et ce projet, cette initiative qui a consisté à donner des chances à 350 professionnels de la santé par an sur 3 ans, qui a été lancé. Dans le secteur de l'enseignement secondaire, particulièrement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le recrutement de 662 aspirants au métier d'enseignant. Et vous voyez, allez par exemple à Golo-Djigbe aujourd'hui, à la zone de développement industriel de Golo-Djigbe, où vous avez une seule entreprise qui, sur un an, projette de recruter 3000 Béninois. 1000 l'ont déjà été, 1000 autres vont l'être incessamment et 1000 autres avant la fin de l'année, pour une seule. Et s'il faut voir la dynamique en cours à Golo-Djigbe avec toutes les entreprises qui s'installent, cela forcément est prometteur. Et puis si vous avez été attentif tout récemment, vous noterez que pour un projet comme le pipeline Niger-Bénin, qui doit transporter les hydrocarbures du Niger vers notre côte, ils ont lancé le recrutement pour environ 3000 postes. Ce qui veut dire que au cœur de cette politique du second mandat, le social, manifesté par la création massive d'emplois, est présente. Et je ne parle pas de ce que fait la NPE à travers le prodige pour s'intéresser aux plus vulnérables du marché de l'emploi, des artisans sans qualification intellectuelle de base, sans qualification académique de base. Donc des gens qui n'ont même pas le CEPE ou qui ont à peine le CEPE, mais qui sont massivement pris en compte pour environ 40 000 jeunes béninois, moitié femmes, moitié hommes, dont les compétences sont renforcées et qui reçoivent une dotation pour pouvoir se mettre à leur compte. Et puis, parce qu'on parle du social, le microcrédit à la FIA. Madame Toyin Fodé vous dirait ce que ça fait sur le terrain et nous avons l'ambition de densifier. Ça, ce sont des éléments peut-être du premier quinquennat. Non, du tout. Cela se poursuit, monsieur Dossa. Cela se poursuit. Et là-dessus, précisément, j'aime à vous dire que le gouvernement a acté le fait que les bénéficiaires de microcrédit à la FIA auront désormais la possibilité d'aller jusqu'à 100 000 francs de crédit, alors qu'avant, c'était 50 000 sous le premier mandat. Nous sommes bien dans le second quinquennat. Donc, 100 000 francs. Et toujours, si on parle de Arche, regardez, l'assurance maladie, nous sommes actuellement en phase de généralisation de l'assurance maladie. Et par ailleurs, on a lancé Arche Formation et Arche Microcrédit pour les artisans qui font les formations grâce au mécanisme de Arche et qui ont la possibilité d'avoir des prêts pour s'installer allant de 100 000 à 2 millions de francs CFA. Tout ça, c'est au crédit du second quinquennat et donc cela devrait amener
à se convaincre de ce que le social, il est vraiment au cœur de l'action du président de la République et de son gouvernement pour le compte de ce second mandat. Au crédit du social, certes, des recrutements tous azimuts dans des secteurs sociaux très sensibles, l'éducation, la formation, la santé, mais également dans l'industrie, le tissu économique, à la faveur de l'amélioration du climat des affaires, la création de la zone industrielle chiche. Mais la grande question et la complainte éternelle des travailleurs juste avant l'annonce du hautement social par le chef de l'État, c'était déjà la difficulté à pouvoir accéder, vivre décemment. La question du pouvoir d'achat. Le chef de l'État a promis une revalorisation, mais c'est un mystère. Jusqu'à quand ils vont attendre et quelle est la promesse en fait de la revalorisation des salaires? J'étais convaincu que vous poseriez la question. C'est pour ça que je ne vous ai pas devancé. Sinon, je vous aurais dit, et je vous le dis maintenant, que le clou de tout cela aurait été la revalorisation des salaires, justement, des travailleurs, de la fonction publique, mais aussi le coup de pouce à donner au secteur privé à travers les discussions avec le patronat. Mais observez que lorsqu'en décembre 2021, le président Patrice Talon annonce qu'il ferait procéder à une revalorisation des salaires, c'était d'initiative personnelle. Quelle autre marque de bonne volonté et de détermination à faire aboutir cela? Sauf que... Mais c'était ça compter avec l'évolution de la conjoncture internationale. Exactement, M. Dossard. Sauf qu'en décembre, personne ne pouvait parier qu'en février éclaterait une guerre qui, on l'observe depuis 3 mois, a l'effet d'être, au-delà des deux belligérants, d'être une guerre mondiale, au regard de ses conséquences, qui déstructure l'économie mondiale, qui impacte significativement et négativement des économies comme les nôtres. Chacun voit sur nos marchés, effectivement, comment la cherté des produits se manifeste. Dans ce contexte-là, qui a appelé du social conjoncturel à côté du social structurel qui est déjà en cours, lequel social conjoncturel a amené le gouvernement à prendre des décisions pour impacter l'ensemble de nos compatriotes. Et dans ce contexte-là, disais-je, en moins d'1 mois, le gouvernement aura mis pratiquement 120 milliards de francs CFA au soutien du pouvoir d'achat, au soutien de l'atténuation des effets de cette guerre. Et cela a été... On avait entendu 80 milliards par les ministres en tournée. Bon, après, donc... Vous n'avez pas été très attentif, M. Sonoubou. Les ministres ont indiqué que 80 milliards de francs CFA ont été injectés par le gouvernement au soutien du pouvoir d'achat dans le cadre de la renonciation à la perception de la TVA et autres taxes, globalement. Mais après, il y a eu 54,5 milliards pour le secteur agricole. Et dans ces 54,5 milliards, le gouvernement directement a mis 31,5 milliards et les acteurs du secteur agricole et particulièrement de la filière coton ont mis pour 23-24 milliards. Donc vous voyez, quand vous sommez tout ça, on est bien autour des 120 milliards de francs CFA. Et donc, cela est apparu comme un élément modificateur important, imprévu en décembre 2021, qui arrive et qui oblige à actualiser... À reporter la promesse d'augmentation de... En tout cas, en attendant, à convertir ce qui aurait permis au gouvernement de tenir cette promesse dans les délais qu'il s'était donné, à convertir cela au bénéfice de l'ensemble de la population et, conséquemment, à décaler le moment où cette revalorisation devra intervenir. Autrement, j'aurais été très à l'aise ici de vous dominer en disant, voilà, nous avons revalorisé les salaires comme promis, en plus de tout ce qui a été fait au plan social, et ça aurait été vraiment le clou. Quels sont les autres projets reportés par Patrice Talon au regard de la situation internationale? Oh, M. Dossard, je sens bien le piège. Et c'est vicieux de la part du journaliste que vous êtes. Vous avez rappelé que la revalorisation n'est plus à l'ordre du jour. Mais je peux vous dire. Voilà. Je peux vous dire. Vous voyez, dans le chronogramme de mise en œuvre du PAG 2, il y a des projets, par exemple, qui auraient dû être lancés avant le jour où nous sommes, mais qui ne le sont pas encore. D'autres sur le terrain, du fait de cette guerre, ont connu des ralentissements. Du fait des difficultés d'approvisionnement à l'international des sociétés qui les exécutent. Et donc, on est attentif à tout cela. Et puis, le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, vous a dit que si cette crise devait perdurer et nous amener éventuellement même à renoncer à un projet du PAG pour soutenir le pouvoir d'achat et faciliter
un peu plus la vie à nos concitoyens, que le gouvernement ne s'en priverait pas. Donc, c'est vous dire que, parce que c'est là le piège, le président de la République ne fait pas de la réalisation coûte que coûte des infrastructures un impératif au détriment de l'amélioration du pouvoir d'achat. Il ne vous a pas échappé des comparaisons qui ont été faites entre les mesures sociales, conjoncturelles prises par le gouvernement ici pour aider la population à renforcer son pouvoir d'achat face à la crise générée par le conflit russo-ukrainien et celles prises par des pays voisins, notamment sur le gaz. Pourquoi n'avoir pas acté également des subventions sur le gaz au Bénin, par exemple? Bien, vous comparez des données et vous savez que comparaison n'est pas toujours raison. Le gaz, il y a une politique en place au Bénin depuis au moins 1994 sur le secteur des hydrocarbures en général et donc le gaz. Et le gouvernement du Bénin ne prélève pas un franc de taxes sur le gaz. Après, l'actualité nous donne à voir et à réfléchir. On peut repenser les mécanismes d'approvisionnement. Parce que les pays que vous citez ont un mécanisme d'approvisionnement qui n'est pas forcément le nôtre. Pareil, quand vous dites le gaz, vous regardez le gasoil. Le gasoil. Certains trouvent bien qu'il est un peu plus cher au Bénin et au Ghana que dans d'autres pays. Pourquoi? Dans certains de ces pays-là déjà, c'est l'État lui-même qui s'approvisionne et qui fournit le marché. Lorsqu'un État décide d'être dans ce secteur, vous devinez bien qu'il ne ferait pas des contrats pour des livraisons sur 2 semaines, 1 mois ou 3. Il va faire des contrats structurels, obtenir des livraisons massives, peut-être pour des besoins couvrant 6 mois ou 1 an. Parce qu'il achète en gros, d'abord, il va avoir le produit moins cher que l'opérateur privé qui va s'approvisionner pour des besoins de 2 semaines, 1 mois et peut-être au mieux 3 mois. Premier élément. Deuxième élément, dans la sous-région, le Bénin et le Ghana ont mis la barre très haut en ce qui concerne la qualité du gasoil qu'ils reçoivent sur leur territoire. Nous avons exigé les standards internationaux, ce qui n'est pas le cas de tous les autres pays. Donc, exactement comme si vous allez au marché et nos mamans vous le diraient, si vous voulez acheter un tissu Tigan et un tissu Tivi, ce n'est pas le même prix. Donc, parce qu'on a mis au cœur de notre politique, depuis le début, la protection de l'environnement et la protection de nos populations, on a été exigeant sur la qualité du gasoil. Donc, ces deux éléments-là expliquent, par exemple, la différence de prix que vous observez sur le gasoil dans la sous-région. Du gaz domestique, nous sommes à 2 décamètres des gisements du Nigeria et le gaz coûte plus cher au Bénin que chez nos cousins, par exemple, de l'Ouest. Comment expliquer cela? Votre question sur le gaz du Nigeria ramène aussi à celle sur l'essence du Nigeria ou même sur le gasoil du Nigeria. Structurellement, dans notre pays, le gasoil, la part informelle qui entre est très infime par rapport à l'officiel. Sur l'essence, par contre, il y a une bonne quantité qui arrive par les chemins détournés que vous savez. Mais chacun doit savoir que le Nigeria exporte le brut et importe le raffiné. Je sais qu'il y a des efforts maintenant pour mettre en place une raffinerie, mais ils importent le raffiné, qu'ils subventionnent massivement au profit des populations parce que c'est quand même la matière première qui est partie du pays qui revient ainsi. Et donc, le Nigeria n'exporte pas encore de l'essence pour que nous allions, par exemple, en chercher tout près plutôt que d'aller loin. Et le gaz, aujourd'hui, on n'a pas un contrat de fourniture de gaz avec ce pays. Peut-être que dans les années à venir, quelque chose se mettrait en place pour que, tant qu'il y a de la disponibilité dans le voisinage et en qualité, nous puissions nous approvisionner là et à prix plus compétitif que d'aller plus loin. Personne ne refuserait cela. Si demain, le Sénégal, dont on dit qu'il a un gisement important de gaz, et se met à l'exploiter, et qu'il y a possibilité pour nous, et comme d'autres pays africains, de s'approvisionner là plutôt que d'Europe ou d'ailleurs, on le ferait bien. Et cela irait à l'avantage du pouvoir d'achat de nos concitoyens. En attendant que sur le plan des engrais, le Bénin bénéficie de l'engrais que va produire l'usine de Dangote, qui va sans doute démarrer à plein régime. Pour le moment, le mouvement s'effectue en sens inverse. Les subventions déployées par le gouvernement béninois sur l'engrais, ces subventions-là font un appel d'air du
côté du Nigeria, de nos voisins, qui, par des chemins détournés, de manière frauduleuse, font sortir l'engrais du Bénin. Il y a une menace donc sur la production des stocks alimentaires, en tout cas des produits de première nécessité. Est-ce que cette situation, en attendant d'encadrer, de contenir ces appels d'air, pour prévenir justement une crise alimentaire, est-ce qu'il ne serait pas intéressant pour le gouvernement, justement, en termes de solutions conjoncturelles, de réactiver la solution des stocks tampons, le mécanisme de l'ONASA? Cela vous a été présenté lors de la tournée du gouvernement pour expliquer les mesures contre la vie chère. Déjà, je me réjouis de constater que vous avez compris que c'est pour assurer la sécurité alimentaire que le gouvernement a dû intervenir au soutien de nos producteurs à travers ces subventions massives qui permettent de leur mettre à disposition aujourd'hui le sac de 50 kg d'engrais à 14 000 francs CFA plutôt que de les voir l'acheter à 30 000 et plus. Vous savez que dans un pays de la sous-région, il est vendu à 30 000 et il n'est même pas disponible. Dans un autre, il est vendu 18 000 et poussière. Ici, il est à 14 000 malgré le coût à l'international. Et c'est pour cela que le gouvernement, justement, a demandé à l'ensemble de la population de veiller à ce que ces intrants qui auront été mis à disposition grâce à l'apport de chaque Béninoise et de chaque Béninois ne fassent pas l'objet de trafic. Donc, il faut surveiller et dénoncer. Et vous avez vu comment, en l'espace de quelques jours, les services de l'État ont arraisonné plusieurs camions, plusieurs véhicules de transport pour 400 tonnes au moins de nos intrants qui sortaient du pays. Le challenge, il est collectif. C'est à nous tous de veiller. Lorsque l'État a joué sa partition en mettant à disposition de quoi permettre de faire une campagne agricole réussie pour que le vivrier soit disponible dans le pays afin que ce qu'il se passe ailleurs n'advienne pas chez nous. Lorsqu'il met ses services à contribution pour faire la veille et sanctionner, il demande aussi l'accompagnement de nos concitoyens partout dans le pays afin qu'ils soient des partenaires de l'État pour prévenir justement la faim. Et maintenant, vous dites les boutiques de distribution. Comme on a eu à l'expliquer un peu partout où la question est revenue au cours de la tournée gouvernementale, déjà, les boutiques témoins, ce n'était pas une formule structurelle qui permettait de distribuer les vivriers, notamment le maïs, le riz, sur le marché toute l'année. Vous devez le savoir. C'est une mesure conjoncturelle, mise en place notamment par l'ONASA. Et je ne rappelle pas ici les raisons de la fermeture de la liquidation de l'ONASA, dont on sait la mauvaise gestion. Et par ailleurs, l'utilité des boutiques témoins se justifierait lorsqu'il n'y a vraiment pas de disponibilité de vivriers sur le marché, lorsqu'on est en temps de soudure. Or, la politique structurelle que nous avons mise en œuvre depuis 2016 nous a permis, et vous l'aurez remarqué, en 5 ans, on n'a pas eu besoin, par exemple, de boutiques témoins. Il a fallu cette guerre avec ses conséquences pour que les uns et les autres disent pourquoi on ne met pas de boutiques témoins en place. Parce que, M. Sounouvou, entre 2016 et début 2020 au moins, Madame vous le dirait, les prix n'ont pas beaucoup bougé sur nos marchés en ce qui concerne les vivriers. Parfois en légère baisse, parfois en légère augmentation, de sorte que, en moyenne, les prix sont restés stables sur au moins 4 ans dans notre pays. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de disponibilité sur les marchés. Et la fonction de notre agriculture, c'est de nourrir les populations béninoises avant que d'exporter le surplus vers l'extérieur. Et parce qu'il y avait de la disponibilité... Vous devez être, c'est pas, agacé, peut-être même fatigué par la question sur l'ONASA qui revient chaque fois qu'il y a une petite difficulté à l'international ou à l'interne. Est-ce que cela ne pose pas le problème, peut-être qu'il faille chercher une solution plus ou moins similaire à l'expérience ONASA? Il y a peut-être là une sagesse. Ça revient tout le temps, cette question. Et en fait, oui, vous avez raison. Les stocks de produits alimentaires ont augmenté, certes. Mais il y a une pression qui est exercée justement sur nos stocks par nos pays voisins et ça entraîne un renchérissement du coût. Du coup, le producteur, il a beau jeu de vendre plus cher son produit. J'ai dit, et je peux vous le redire ici,
tout en ayant supprimé l'ONASA, le gouvernement a continué à construire des magasins de stockage dans nos communes. Pourquoi? Parce que quand il y a du surplus, les producteurs peuvent aller les stocker et en temps de besoin, les mettre sur les marchés. Le gouvernement a continué à faire ça. Sauf que le gouvernement ne contrôle pas les prix justement de ces produits stockés. Vous voulez qu'on entre dans une démarche, on va dire, beaucoup plus raffinée de contrôle et de maîtrise des prix, comme cela se fait ailleurs, où ils ont mis peut-être des dizaines et des dizaines d'années à le faire, ce que nous, on n'a pas su faire depuis 1960. Et je dis, c'est vrai que les épreuves que nous rencontrons nous amènent à réorienter la réflexion et l'action. Et donc, pour l'avenir, ce sont des solutions, je ne sais pas quand, mais ce sont des solutions qu'on peut explorer. Le gouvernement annonce l'huile végétale est à 1300. Moi, personnellement, je l'ai acheté ce même jour à 2000 francs. Est-ce qu'il ne faut pas constater aussi certaines défaillances des services du ministère du Commerce qui n'arrivent pas, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens qu'il faut, pour rentrer dans les marchés, contrôler la vérité des prix, la réalité des prix? Si quelqu'un a commis l'imprudence de vous vendre l'huile végétale à vous, André Dossa, à 2000 francs, son cas est encore plus critique parce que vous devrez avoir appelé le 113 pour dénoncer. Et puis oui, bien sûr, vous demandez les services de contrôle du ministère de l'Industrie et du Commerce. Ces services, ils sont sur le terrain. Mais que se passe-t-il? C'est comme la police dans ce secteur. Oui. Si nous sommes environ 12 millions, on n'a pas autant de policiers, de militaires dans notre pays pour en placer un derrière chacun, voire même derrière chaque maison. Ça n'est pas possible. Les agents du ministère de l'Industrie et du Commerce, dédiés au contrôle des prix et des normes sur les marchés, ils ne sont pas foisons. Donc, ils peuvent parfois procéder par échantillonnage, et c'est ce que la science recommande, aller ici et là pour voir si c'est appliqué. Mais maintenant, parce qu'on sait que dans un contexte comme celui-ci, la surenchère prend place et qu'il y a des commerçants qui, en dépit des difficultés, veulent toujours le maximum pour eux au détriment du consommateur. C'est pour ça que la ligne verte gratuite, le 113, a été instituée. Et quand vous rencontrez des gens comme ça, qui vous disent « je ne peux pas vendre au prix qu'ils ont indiqué », n'hésitez pas à appeler le 113. Vous savez, si vous aviez appelé, les services seraient allés là-bas. Ils vont voir qu'il y a du stock, vont prendre possession de la boutique et vendre le produit aux populations au prix indiqué. Parce que il y a eu un travail en amont qui a été fait pour jauger les stocks disponibles et voir de quand ils datent avant de fixer les prix. Donc, il n'y a pas de raison que, au lieu de 1300 francs, quelqu'un vous vende le produit à 2000 francs. Et vous dites maintenant que nous sommes dans une économie libérale, c'est ça? Mais vous voulez qu'on contrôle les prix des céréales, n'est-ce pas? On peut essayer peut-être d'encadrer un peu la flambée ou la folie des prix. C'est ce que nous faisons, vous l'avez remarqué. Tant bien que mal. Ceci dit, encore qu'on va interroger la méthode, ceci dit, M. Wilfried Léon Ngbeji, porte-parole du gouvernement, certains commerçants font valoir qu'ils vendent avec une légère marge en fonction du prix auquel ils ont acheté les produits. Qu'est-ce que vous leur répondez? Oui, mais vous voyez très bien que sur l'instant, on n'a pas plafonné les prix de tous les produits. Ce que nous avons fait dès le 23 mars, ça a été de renoncer à la TVA sur nombre de produits, d'abattre les frais liés au fret aérien comme maritime. Et quand on a fait ça, le gouvernement, il est juste. Il tient compte des intérêts de l'ensemble des citoyens. On sait très bien que le produit qui coûtait 200 francs le 23 mars à l'international, le même produit a pu après passer à 300 francs ou à 350, voire plus. Quand on renonce à 18% de TVA sur 350 francs, il arrive qu'à l'arrivée, parce que le produit coûte plus cher à l'international qu'il arrive, malgré cette renonciation de l'État à la TVA, en pratique, le produit peut coûter plus cher. Ça, c'est un fait. Et c'est pour ça que nous avons été pragmatiques, cohérent en ne plafonnant pas les prix de tous les produits. Maintenant, on a visé spécifiquement l'huile végétale raffinée. Parce qu'on dit qu'il y a matière à le faire. On a regardé les stocks disponibles, de quand ils datent avant de le faire. Et on pourrait prendre la même mesure
pour d'autres produits dans les jours qui viennent en fonction de ce que le terrain il dit, M. Sounouvo. Le gouvernement dit j'ai abattu les prix au niveau du cordon douanier, les taxes, etc. Les commerçants servent aux consommateurs que non, c'est à cause des taxes du gouvernement. Et vous nous demandez maintenant d'avoir à composer le 113. Le consommateur de Borbet ou de Baoudjo n'a pas peut-être le téléphone ou le réflexe d'appeler un 113 pour se plaindre d'un commerçant qui lui a vendu un produit cher. Au moins, il connaît le journaliste vedette André Dossard, à qui il peut remonter sa complainte. De Baoudjo n'a pas forcément accès aux journalistes. Et ce serait justice. Vous avez tous suivi, vous avez bien compris que la politique du gouvernement, la politique fiscale du gouvernement n'a rien à cirer de ce qu'il se passe. Le gouvernement béninois n'est pas en France. Le gouvernement béninois n'est pas aux États-Unis, un pays qui connaît l'inflation la plus massive depuis 40 ans. Et vous pouvez voir combien certains produits ont pris en augmentation. Le gouvernement du Bénin n'est pas au Togo, il n'est pas en Côte d'Ivoire, il n'est pas en Algérie, il n'est pas au Niger. Lorsque l'Inde décide d'interdire les exportations de blé et que le coût du blé prend 6% sur le marché international, quelle est la part du gouvernement du Bénin? Lorsque l'Indonésie ou la Malaisie décident de ne plus mettre sur le marché international leur huile de palme, ce que nous connaissons ici à travers les fameux bidons jaunes, quelle est la part de responsabilité du gouvernement du Bénin? Par contre, la responsabilité du gouvernement du Bénin, c'est de créer les conditions à nos opérateurs économiques, à nos importateurs, pour que les produits continuent à venir, même s'ils coûtent cher sur le moment, parce que le plus grave aurait été que les produits de grande consommation ne soient pas disponibles sur le marché. Donc, les facilités qu'on accorde, renoncer à la TVA, abattre le fret, c'est pourquoi? Permettre à nos importateurs d'amener le produit. Prenons l'exemple du blé. À 200 € la tonne avant la guerre en Ukraine, aujourd'hui, vous savez à combien il est? Dans les 400, voire plus. Donc, passer de 150 000 francs CFA à 300 000, voire plus. Et on décide que le prix du pain n'augmente pas dans notre pays. C'est quand même une mesure majeure de soutien, aussi bien aux importateurs qu'aux transformateurs ici, nos boulangers. Quand on fait ça, c'est parce qu'on pense à l'ensemble de la population. Parce qu'on n'aurait pas pris ces mesures que ceux qui importent le blé, et ceux qui savent que la logistique a pris du prix, le transport, s'ils n'ont pas les capacités d'importer, ou bien si celui qui importait 10 000 tonnes pour le mois n'en a que 500, donc 500 tonnes ou 1000 tonnes, vous voyez la situation que ça crée au pays. Donc, on a fait ces facilités-là pour que les produits continuent à être disponibles ici. Pareil pour le riz, pareil pour les huiles, pareil pour les pâtes, pareil pour le sucre, le lait et autres. Monsieur le porte-parole du gouvernement, le consommation local coûte également excessivement cher. Voilà. Quelle est la politique que le gouvernement mène à ce niveau-là pour aider les producteurs locaux à pratiquer des prix raisonnables et accessibles aux citoyens? Bien. Nous n'avons pas occulté le consommation local. Si vous regardez, dans la loi de finances 2022, par exemple, point de taxe sur le riz produit localement, point de taxe sur les jus produits localement, et déjà de façon structurelle, il n'y avait pas de taxe que l'on prélève comme TVA sur certains produits de production nationale. Mais après, parce que vous interrogerez les ressorts de l'économie, et vous comprendrez pourquoi parfois certains produits importés, qui, malgré les coûts de transport, arrivés dans nos pays, pas seulement au Bénin, sont moins chers et donc plus compétitifs pour le consommateur que nos propres produits. Parce que dans ces pays-là, il y a longtemps qu'ils sont passés à l'agriculture intensive, il y a longtemps que des subventions massives sont apportées parfois à leurs producteurs, à telle enseigne que, quand ils ont fait, celui qui fait sur 5 millions d'hectares, par exemple, 5 millions d'hectares, à côté de celui qui fait sur 100 000 hectares, ou celui qui a un rendement de 3 millions de tonnes, mettons par exemple sur 1000 hectares, à côté de celui qui a 200 000 tonnes sur 1000 hectares, vous voyez très bien comment cela peut se faire. De même, lorsque vous êtes en production industrielle, où les facteurs de production, leur coût est minimisé pour qu'à l'arrivée, le produit fini
soit livré à ses cibles, à côté de quelqu'un qui a une méthode artisanale de production ou semi-industrielle, le coût de production est forcément beaucoup plus élevé que celui qui est en mode industriel et intensif. Pour le moment, nos économies en Afrique, pour la plupart, sont dans ce contexte. C'est ça qui justifie parfois que certains produits nationaux coûtent plus cher ou soient moins compétitifs que des produits d'importation. Mais nous avons commencé à travailler. Lorsque nous avons fait en sorte que la production nationale de riz passe de 200 000 tonnes à peine en 2016 à aujourd'hui plus de 516 000 tonnes et que nous ambitionnons de la porter au million de tonnes, voire plus, nous faisons en sorte que le riz béninois, il soit de plus en plus disponible, que sa transformation soit de plus en plus assainie afin que le riz lui-même, il soit bon à consommer et il est de plus en plus. Lorsque nous faisons tout ça, nous donnons un coup de pouce à la production nationale afin que demain, on ait plus tendance, par réflexe, à aller chercher le riz béninois parce qu'il est moins cher et parce qu'il est d'aussi bonne qualité que ce qui vient d'ailleurs. Nous sommes à 1 an du deuxième mandat du chef de l'État qui a promis à son investiture la transformation de notre économie, notamment des investissements massifs dans la transformation agroéconomique. La crise russo-ukrainienne devrait précipiter, accélérer les mesures, notamment au niveau du financement de la recherche. Par exemple, pour la panification, il y a des tentatives d'introduction de la farine de manioc. Ça permettra de faire pièce aux difficultés qu'on a à importer le blé. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'il y a des annonces? Qu'est-ce qui se prépare? Déjà sur la transformation, je vous inviterai à faire un tour à la zone industrielle de Glodjibé, M. Sonovo, pour voir la forêt d'industrie qui se met en place là. Et donc, un bon nombre. Une forêt d'industrie. Une forêt d'industrie, à côté de ce qui était une simple forêt. Un enthousiasme hyperbolique, monsieur le porte-parole. Donc, un bon nombre orienté vers la transformation agro, justement. Et là aussi, c'est pour faire pièce, pour reprendre vos mots à M. Dossa, pour lui dire, là également, c'est une façon de donner un coup de pouce à la production nationale. Surtout parce que vous savez que l'État a dû créer des conditions attractives, des conditions incitatives aux entreprises qui s'installent dans cette zone économique spéciale. Nous le faisons. Je dirais même mieux, on nous a dit, on nous a fait croire longtemps que le blé ne peut pas pousser dans nos pays en raison du climat, mais nous avons du mil, nous avons du sorgho. Est-ce qu'on n'a jamais pensé à voir si ces céréales-là n'étaient pas panifiables aussi, la recherche, n'étaient pas panifiables aussi? Donc oui, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que cette conjoncture que nous vivons a aussi l'effet positif de nous amener à nous réajuster, à réfléchir autrement pour voir comment nous faisons ci ou ça. Et donc, à cet effet, oui, la recherche doit davantage nous intéresser à l'avenir. Et je peux vous dire, je l'ai entendu pas plus tard qu'il y a encore quelques jours, le dernier Conseil des ministres, le chef de l'État a évoqué encore cette question de recherche au Bénin. Il se plaignait justement de voir que nous n'étions pas suffisamment alerte sur les questions de recherche et que notre mécanisme de recherche devra être revu, intensifié désormais. André Dossam. Dans la recherche de solutions pour faire face à cette conjoncture internationale, le gouvernement a eu recours à une recette du passé. Vous avez procédé, organisé une tournée nationale d'explication de la vie chère. Alors, on n'a pas pu trouver mieux, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi un gouvernement de la rupture doit utiliser ces moyens-là, ces solutions? Si vous permettez, monsieur le président, j'affine davantage la question, je vais la rendre un peu perfide. Pourquoi avoir regroupé dans des salles... J'aime que vous assumiez votre perfidie. Oui, c'est constitutionnel à mon métier, à mon job. Pourquoi avoir confiné dans des salles, des représentants d'élus locaux, peut-être des associatifs, au lieu d'aller dans les marchés justement, pour parler directement avec les commerçants, leur faire comprendre, faire des plaidoyers, discuter, échanger avec eux, justement pour qu'ils facilitent la vie au commun des consommateurs. Ça ressemble à de la propagande. Oh, j'étais sûr que le mot sortirait. Même une campagne électorale précoce, puisque nous sommes à quelques encablures des élections législatives. J'étais sûr que le mot viendrait, mais je suis surpris que M. Dossa assimile ce qui s'est passé
de la campagne électorale précoce. Quand on va parler de faim, on va parler de cherté. Vous élisez, vous, de la campagne électorale. Ministre, député, directeur et de potentiels candidats. Le politique qui se comporterait comme ça, je ne pense pas que ce soit les politiques actuelles. Bien, cela dit, ce qu'il s'est passé sur le terrain en ces 7 ou 8 jours, avec le recul, on peut admettre que ce fut un bel exercice de démocratie populaire et participative. J'insiste, démocratie populaire et participative, parce que nos concitoyens qui ont pris la parole, qui ont exprimé leur ressenti, posé des questions, ce ne sont pas des gens à qui on a dit allez dire ceci, allez dire cela. Si vous avez suivi ici et là... C'est pourtant des gens choisis ou invités. J'y viens. Si vous avez suivi et que vous avez vu comment nos frères et sœurs d'ici et là ont parlé avec leur cœur, raconté leur quotidien, exprimé leurs attentes. Oui, parfois apprécier ce que nous faisons, mais faire des suggestions aussi. Vous vous rendrez compte que ce fut un bel exercice de démocratie populaire et que cela n'était pas inutile. Loin s'en faut. Et puis vous dites, des gens qui ont été sélectionnés. Non. Le casting qui a été demandé au comité d'organisation, c'est de faire en sorte que dans toutes les communes où l'on passe, les groupes constitués, les associations de développement, associations de femmes de marché, associations de jeunes, artisans, soient invités, sans tenir compte de coloration politique, parce que si vous prenez l'association de développement, qui c'est qui est de l'opposition, qui c'est qui est de la mouvance présidentielle, personne ne demande cela. C'est ce qui a été fait. Et puis, vous dites que les femmes des marchés, pourquoi n'êtes pas allées dans les marchés? Ah non, rassurez-vous, dans certaines localités, il y a eu des séances dédiées aux femmes des marchés. J'ai eu l'occasion moi-même, par exemple à Parakou, d'avoir une séance avec la délégation gouvernementale qui était dédiée aux femmes des marchés. Et dans la salle, il y avait presque que des femmes. Mais la symbolique aurait été plus forte si vous étiez allé directement là où ça se passe. Ce n'est pas fini, M. Sounouvo. Dans les marchés. Ce n'est pas fini. L'autre versant de cette activité que vous ne voyez pas, vous, c'est qu'après cela, il y a maintenant les phases dans les arrondissements. Ça a commencé. Ça a commencé, mais voilà, donc on a bien tenu compte de la nécessité d'aller au plus près de la population à la base pour lui expliquer de quoi il s'agit. Mais il ne s'agit pas de propagande. Et si vous êtes effarouché parce que la méthode a réussi, j'en suis flatté. Ok. Enfin, on n'est pas des acteurs politiques pour être effarouchés. Nous s'en fout. Le chef d'État a promis une embellie démocratique dans son discours d'investiture. Nous sommes à 1 an. Il a rencontré l'ancien président Boni Yayi, avec qui il ne pouvait pas aller forcément en vacances ensemble. Mais les partis d'opposition, les démocrates et même FCBE, le chef de file de l'opposition, réclament toujours un processus inclusif. À quoi doit-on s'attendre pour les prochaines législatives? Pour ce que je sais et que j'ai observé, que l'opinion a observé, le processus en cours actuellement pour l'établissement de la liste électorale informatisée est inclusif. J'ai vu l'ANIP qui est à l'opérationnel associer tous les partis politiques de notre pays à cette activité. Et je les ai vus opiner. Et donc, je ne dirais pas, comme certains, qu'il y en a qui appellent encore à l'inclusivité du processus, puisque c'est déjà une évidence et que cela s'observe. Après, bien sûr, c'est un processus. C'est un processus. Et le dialogue doit se poursuivre. Il peut y avoir de la surenchère en matière politique. Vous pouvez avoir des partenaires qui, exprès, donnent dans la surenchère parce qu'ils espèrent obtenir peut-être 2 et ils se disent qu'il faut aller à 10 ou 15 sur l'échelle pour pouvoir obtenir 3, 4 ou 5. Cela peut s'entendre. Mais pour ce qui relève du gouvernement, de son action, de la partition qu'il doit jouer, il fait en sorte que toutes les conditions soient remplies pour que chacun se sente à l'aise, en confiance pour participer au processus, et c'est ce qui est en cours. Il reste pourtant le gouvernement imperméable à certaines conditions posées par des acteurs de l'opposition, notamment le Parti démocrate qui exige le retour au pays de certains de leurs militants, voilà, et d'autres questions qu'ils évoquent assez régulièrement dans leurs différents communiqués. Ça s'appellerait plutôt conditionnalité, mais vous avez vraiment le sentiment, M. Dossa, que c'est des conditionnalités à lever pour prendre part à une élection, ça? Que quelqu'un qui est hors du pays, pour une raison ou une autre, doive rentrer, que quelqu'un qui est emprisonné parce que
la justice l'a condamné. Vous avez le sentiment vraiment que c'est une réclamation réaliste, objective, pour prendre part à un processus électoral. Surtout par ailleurs... Ça peut l'être si l'on recherche la paix, la décrispation. Je suis convaincu que nos amis qui tiennent ce discours, ils ont leurs objectifs, ils savent pourquoi ils le tiennent et ils savent aussi exploiter ce genre d'arguments, ce genre de situation s'ils allaient aux élections. Nous, ce qui nous importe, c'est de faire en sorte que le scrutin se tienne à date, qu'il se déroule dans les bonnes conditions pour que les partis politiques de l'opposition, comme ceux de la majorité présidentielle, y prennent part, viennent montrer ce que représentent les rapports de force sur le terrain et puis après, mettre en œuvre leur politique. Pour les partis de la mouvance, continuer la politique en cours en améliorant autant que possible ce qui peut l'être. Et pour l'opposition, si elle était majoritaire demain, faire les réformes qu'elle proposerait au peuple pour peut-être ajuster ce qui est en cours par le gouvernement. Et c'est du bon fonctionnement de la démocratie que cela relève. Comment le gouvernement réagit à cette autre demande de la classe politique d'opposition, c'est-à-dire une loi dérogatoire pour lever ou adoucir le verrou de 10% pour les prochaines échéances? Bon, le gouvernement ne s'est pas réuni autour de cette question. Mais à titre personnel, moi je peux vous dire que ça manquerait d'ambition. Ça manquerait d'ambition. Même le PRD qui est un parti ami. Il y a des partis de la mouvance présidentielle qui souhaiteraient sans aucun doute aussi que l'on abaisse ce seuil de représentativité de 10 à 5%. Mais ne décontextualisons pas le débat. Rappelons bien, pour que cela soit entendu encore aujourd'hui et demain, que à la base de cette réforme, nous avons voulu faire advenir dans notre pays des partis politiques d'envergure nationale. Que nous avons décidé pour cela de mettre le financement public pour soutenir cette dynamique. Et que parce que nous mettons le financement public, il est de bon ton d'avoir des seuils de représentativité, donc des conditions objectives mais soutenues pour bénéficier de ce financement public. Et c'est l'ensemble de ces considérations qui aura conduit à la fixation du seuil de représentativité de 10%. Quelqu'un m'a posé la question récemment et je lui ai fait observer que dans un pays occidental, il y a un seuil de représentativité de 5%. Vous rapportez la population de ce pays à la population béninoise, ce pays fait au moins 6 fois la population du Bénin. Donc vous voyez, l'un dans l'autre, ça se tient tellement. Et puis, je disais que ça manque d'ambition. Pour les amis qui estiment qu'ils sont majoritaires au sein de l'opinion, que le gouvernement n'y serait pas populaire, c'est l'occasion de venir tester leur propre popularité et de montrer qu'ils sont capables de faire beaucoup plus que les 10% même exigés, et puis à terme de dire, mais le président Patrice Talon, il a eu raison de faire cela. Parce que vous savez le gain, quand ils vont prendre part aux élections, et qu'ils vont avoir un groupe de députés à l'Assemblée nationale qui va être homogène et qui ne verront plus de partis satellites qui viennent les emmerder, ou bien ils auraient été amenés à constituer des coalitions au sein desquelles même les gens qui ont peut-être 500 militants dans tout le pays peuvent revendiquer des choses au même titre que ceux qui auraient 10 000, 20 000 militants. Ils vont se rendre compte que cette réforme a l'heure de provoquer une homogénéité, une lisibilité de l'action politique, et je suis convaincu que, parce qu'ils sont honnêtes, avec le recul, ils diront, mais il avait raison, le président Talon, de faire cette réforme. André Doussa, 1 heure de télévision, ça va très vite, on est au seuil de la fin. Vous avez 3 longues minutes, monsieur le porte-parole du gouvernement, pour nous dire si les agendas des différents grands chantiers du gouvernement, notamment l'autonomisation énergétique, on vit curieusement un paradoxe où il y a quelques coupures intempestives qui agacent les populations, les citoyens. Est-ce que l'agenda de l'autonomisation énergétique du Bénin sera contrarié avec la crise, les différentes crises qu'on vit, la conjoncture? Et où est-ce qu'on en est dans la transformation structurelle justement de l'offre de formation professionnelle? C'est l'un des grands chantiers. L'agenda de l'autonomie énergétique du pays se poursuit et je peux convoquer ici
les dernières décisions du Conseil des ministres sur la centrale 41 MW, mais aussi sur les centrales photovoltaïques pour 50 MW. Sans exclure l'autre grande centrale dont les démarches se poursuivent et qui sera érigée dans la zone de Glodjibé. Donc, de ce point de vue, rassurez-vous. Mais le paradoxe que vous évoquez sur les dernières coupures, nous étions en 2016 à 0% de production interne de nos besoins énergétiques. Aujourd'hui, nous sommes dans la proportion des 60%. Il reste 40% que nous recherchons de l'extérieur auprès d'autres fournisseurs, notamment du Nigeria et du Ghana. Et ainsi que le ministre de l'Énergie vous l'a expliqué, il y a eu des conjonctures défavorables au Nigeria et au Ghana qui ont conduit parfois à l'effacement total du réseau de ces pays, de sorte que le flux qu'ils injectent vers nous disparaît. Et puis, il y avait une deuxième raison. Vous avez vu et vous observez sur le terrain que les travaux réalisés avec MCA2 dans le secteur de l'énergie sont achevés. Et maintenant, il faut tester les machines pour les mettre en état de service sur le dispositif de la SB2E. Cela appelle des textes qui nécessitent, ont expliqué les techniciens, qu'il faille parfois déconnecter, donc provoquer des coupures volontaires. C'est l'ensemble de ces données qui génèrent cette situation. Et puis particulièrement dans les collines, il y a eu un transformateur down, mais ce transformateur, en amont, les mesures avaient déjà été prises depuis Onigbolo pour de nouvelles installations pour alimenter cette zone. Et donc, c'est l'ensemble de ces situations qui expliquent les coupures que vous évoquez. Le paradoxe, il n'est donc pas, à mon avis, formellement établi. Bien au contraire, cette situation nous rappelle que nous avons raison d'envisager l'autonomie. Et maintenant, nous demande peut-être d'accélérer un peu plus la marche vers cette autonomie. Et s'agissant de l'enseignement technique, là également, nous avons commencé à accomplir certains préalables. Le Conseil des ministres s'est penché déjà sur la question. Il y a eu des études qui ont été lancées et puis, en principe, à terme, les chantiers vont pouvoir commencer la construction des lycées techniques agricoles et des écoles de métiers. Monsieur le porte-parole, deux petites questions. Oui, mais je ne finirai pas là-dessus, puisqu'on parle de l'action du gouvernement. C'est précisément aussi pour payer notre dette d'information vis-à-vis de nos concitoyens que les ministres du gouvernement ont fait l'exercice de reddition de comptes sur ce qu'il s'est passé au cours de l'année écoulée. Et à partir du lundi 30 mai, sera diffusée sur nos télévisions l'émission qui leur permet de rendre compte de ce que dans chaque secteur, l'on a pu faire sur les 12 mois écoulés. Un an du second mandat, ça fait 6 ans au pouvoir, l'usure du pouvoir. Est-ce que Patrice Talon était toujours aussi passionné, volontariste, intéressé par le job? Vous qui le côtoyez. La seule chose qui n'a pas changé, et ceux qui le connaissent, ceux qui le côtoient peuvent vous le dire, la seule chose qui n'a pas changé, je vois, c'est sa passion du Bénin. C'est cette détermination à faire les choses de façon à laisser une empreinte indélébile dans l'histoire du pays. Au péril de sa santé, au péril de son confort, de sa qualité de vie parfois. Mais cette détermination au service du Bénin n'a pas varié d'un iota. Je trouve que ce n'est pas une nouvelle passion, il a un nouveau cahier de charge désormais. Patrice Talon ne semble plus avoir une aversion pour les sommets des chefs d'État, les rencontres régionales ou sous-régionales. Il est président en exercice de l'UEMOA, même si rien ne bouge pour le moment. On a annoncé beaucoup de réformes, on ne voit rien. Qu'est-ce qui se passe concrètement à ce niveau? Il n'avait pas une aversion pour les sommets. Ce fut un choix stratégique. Au cours du premier mandat, le président a dit: concentrons nos efforts sur la politique domestique, engageons les réformes nécessaires pour nous et donc ne dispersons pas nos énergies. Pendant ce temps, il a été plusieurs fois sollicité pour prendre la tête de telle ou telle organisation régionale ou sous-régionale. Mais à chaque fois, il a décliné l'offre. Et puis, il se fait que, à l'orée de ce second mandat, les mêmes sollicitations sont revenues. Et donc, nous prenons l'UEMOA, ce qui va être fait comme réforme, en tout cas ce qu'il a promis de
sa part, je suis convaincu qu'il mettra la même énergie à réaliser cela au service de la communauté sous-régionale. Monsieur le porte-parole, on va finir sur une question que beaucoup ruminent, mais je vais me le permettre. Ôtez-nous d'un doute. Patrice Talon a dit quand ces réformes constitutionnelles ont été contrariées la première fois, voilà, surtout la question du deuxième mandat, qui n'a pas une aversion particulière pour le pouvoir. Et beaucoup de Béninois s'interrogent à voir les investissements massifs jamais réalisés au Bénin que Patrice Talon est en train de déployer dans ce pays. Est-ce que finalement il réussira à se départir des sirènes d'attraction du pouvoir à la fin de son deuxième mandat? Sera-t-il républicain à la fin du mandat? Passera-t-il le pouvoir? Monsieur Sonovo, qu'est-ce qui justifierait votre doute naissant? Je vous l'ai dit, j'ai mis sur la table les éléments qui nourrissent le fait que le président de la République engage des réalisations historiques. C'est tout bénéfice pour le pays. Au profit du pays, vous pensez? On parle de sa posture. C'est un républicain, c'est un homme d'État. Dans 4 ans, vous apprécierez son comportement. Et vous verrez combien le Bénin sortira grandi encore de cela. André Dossa, c'est la fin de cette émission spéciale consacrée à l'an 1 du deuxième mandat de Patrice Talon. Je vous laisse le privilège de la conclusion. Vous l'avez fait. Mais merci beaucoup, Odia Sonovu. Wilfried Yamougbadji, merci d'avoir tenté d'expliquer davantage les raisons de la situation que vivent les citoyens béninois en ce moment. Vous avez expliqué tous les efforts que le gouvernement déploie pour atténuer un peu les effets de cette conjoncture internationale un peu difficile. Merci de nous avoir suivis, chers amis téléspectateurs. Pater vous vient au revoir. Merci. Merci.